Bienvenue et bonjour à tous. On va bientôt commencer ce live stream In The File. C'est notre premier In The File depuis janvier. Ça faisait un petit moment. Et on a hâte de partager avec vous de nouveaux contenus et pas des moindres, puisqu'on a avec nous aujourd'hui les équipes de Conto qui vont nous parler du travail assez poussé qu'ils ont fait sur la mise en place d'un Content Design System, donc gros programme. Avant toute chose, un petit rappel du format de ce live stream. La session est enregistrée dès maintenant et sera publiée sur YouTube plus tard, donc pas de stress si jamais vous arrivez en cours de route. Tout arrivera chez vous sur YouTube plus tard. Petit point important, n'oubliez pas de paramétrer votre chat sur Everyone parce que par défaut, il ne l'est pas. Je vois déjà qu'il y a quelques personnes qui envoient des messages à Host and Panelist. Donc, si vous faites ça, ça va arriver juste sur moi et sur Mélanie et sur Sylvia. Donc, n'oubliez pas de paramétrer pour bien envoyer tous les messages à Everyone pour que tout le monde puisse profiter. Et d'ailleurs, pour commencer, une petite question. D'où est-ce que vous nous rejoignez? De quelle région, de quelle ville, de quel pays éventuellement? Et quel est votre rôle? Est-ce que vous êtes dans l'UX Writing de près ou de loin ou est-ce que vous êtes plutôt design system? Est-ce que vous êtes designer, PM ou même dev? Juste histoire de voir avec qui on a, qui on a avec nous aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on est sur un sujet un peu différent d'habitude. Donc, très curieuse de voir qui est venu et qui est intéressé par ça. Waouh, je vois qu'on a quelqu'un de Montréal. C'est cool qu'on soit international. Si vous avez des questions à poser pendant le live stream, n'hésitez pas déjà. On aura 15 minutes de Q&A à la fin dédiée pour ça avec Sylvia et Mélanie. Vous avez accès depuis l'interface de Zoom à une rubrique Q&A que vous pouvez cliquer pour poser les questions. On a Adrien qui est là avec nous en sous-marin de Figma qui va se charger d'y répondre directement ou alors de les faire remonter dans un FigJam qu'on a. On a aussi un FigJam en Open Session si vous voulez rentrer dedans, voir, vous pouvez poser directement des questions dedans, vous pouvez prendre en photo, vous pouvez cliquer notamment sur toutes les ressources annexes que Mélanie ou Sylvia ont mis à disposition pour faire complément sur la présentation qu'elles vont nous présenter. Donc Adrien, si tu veux partager le FigJam, hop là, il est là. Et bien évidemment, on vous demande d'être respectueux les uns des autres dans le chat. On est sur un espace inclusif. On a un code de conduite Figma et on sera assez intransigeant là-dessus. Donc voilà. Aimez-vous les uns les autres, soyez amis. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis designer advocate chez Figma. Ça fait depuis 6 mois que je suis là déjà, ça passe beaucoup trop vite. Je suis moi-même UX designer de formation, comme tous les designers advocates de Figma, donc j'ai une expertise métier. Mon rôle, c'est de faire l'interface entre les équipes internes et les utilisateurs de Figma, notamment les designers, mais pas que. Je peux aussi parler à toutes les autres expertises adjacentes. Je suis basée dans les bureaux parisiens de Figma. Je suis votre point de contact francophone si jamais vous avez la moindre question technique, design ops, existentielle. Je prends tout feedback sur le produit aussi. Ma boîte est ouverte sur LinkedIn et Twitter, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, comme je disais plus tôt, on va parler aujourd'hui Content Design System. C'est quoi un Content Design System? Bon, je vais spoiler un tout petit peu la présentation, mais en gros, on va parler d'approche systémique sur les pratiques UX Writing dans le produit, notamment en interface avec d'autres problématiques Design Ops comme les Design Systems. C'est un sujet qui est peut-être encore un peu niche pour le moment, mais qui est ô combien important pour garantir à la fois une image de marque, mais surtout une expérience utilisateur cohérente, fluide et qualitative. Et sans, je ne vais pas spoiler davantage, je vais laisser du coup nos invités, nos speakers prendre la main. Je vous présente Sylvia, qui est Content Ops chez Conto, donc membre de l'équipe System. Et on a aussi Mélanie, qui est lead UX Writer, donc qui manage une partie de l'équipe UX Writing de Conto. Et toutes les deux vont nous présenter une partie du gigantesque travail Content System qu'elles ont entrepris chez Conto. Voilà, je vous passe la main à vous les filles. Bien, merci beaucoup. Je vais partager maintenant mon écran, Alexia. Voilà. Et tout d'abord, merci à tout le monde d'être là. On est très contente de vous partager tout ce qu'on a appris avec vous. Donc, Mel, c'est à toi. Yes. Merci beaucoup Alexia et Sylvia. Merci à tous aussi d'être là. Comme l'a dit du coup Alexia, aujourd'hui l'idée c'est de parler donc du Content Design System qu'on a mis en place chez Conto et comment du coup il est clé pour booster l'UX Writing. Avant de rentrer du coup dans le vif du sujet, un mot à propos de Conto. Conto, qu'est-ce que c'est? C'est une solution du coup de gestion financière pour les professionnels et notre mission du coup c'est de permettre à nos clients de gérer leurs finances de façon hyper simple et efficace. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On peut prendre l'exemple de Camille, disons, qui possède du coup une entreprise de fabrication de sacoches à Montélimar dans la Drôme et qui les vend du coup dans toute la France. Camille, elle dirige 6 employés
Et en tant que chef d'entreprise, elle, ce qu'elle veut, c'est que son business fonctionne sans avoir à se soucier du coup de toute la partie finance. Elle est experte dans son domaine professionnel, mais pas du tout dans le domaine bancaire. Et donc, elle cherche un produit qui répond à ses besoins, qui soit agréable à utiliser, intuitif, clair et précis. Dans son monde, elle doit pouvoir commander une carte en un clic pour que son employé qui est en déplacement en Bretagne puisse effectuer des achats. Elle doit pouvoir payer son fournisseur de tissus via un virement instantané, créer des factures pour ses clients pour la revente de ses sacoches et bien plus. Et tout ça, du coup, c'est possible directement depuis son application Conto. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter dans un premier temps notre équipe UX Writing et la vision qu'on a de cette expertise au sein de Conto. Puis, on verra ensuite notre content system, donc l'ensemble des ressources dont on dispose au sein de l'équipe. On fera ensuite un zoom sur le design system où Sylvia nous montrera plusieurs cas pratiques. Et enfin, on vous parlera du coup de tous les apprentissages et les défis auxquels on fait face. Donc, juste pour remettre les choses en perspective, l'équipe UX Writing fait donc partie de l'équipe design qui elle-même fait partie de l'équipe produit. Chez Conto, l'équipe produit, c'est 150 personnes, donc avec product manager, product designer, product marketing manager et tout le design studio. Le design studio, c'est 80 personnes avec quatre expertises, brand design, product design, system design et donc UX Writing. Et côté donc UX Writing, on est une vingtaine de personnes actuellement dans l'équipe, dont 3 leads, dont je fais partie, 3 expertes dont Sylvia fait partie, puis des contributeurs du coup individuels, dont plusieurs profils seniors. C'est vraiment pour remettre les choses en contexte. Le rôle et la vision qu'on a chez Conto de cette expertise. Au même titre du coup qu'un product designer, l'équipe UX Writing, elle se chargera de designer la meilleure expérience possible pour notre utilisateur, mais d'un point de vue contenu. Donc, on s'assure d'apporter la bonne information au bon moment, au bon endroit, pour offrir à Camille et nos autres utilisateurs une utilisation optimale du produit Conto. Donc, d'un côté, on se charge de vraiment toute la partie expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'on se met dans la peau de Camille pour s'assurer de comprendre les problématiques qu'elle rencontre et comment est-ce que nous, chez Conto, on pourrait les résoudre, comprendre ses besoins concrets pour pouvoir lui apporter une solution ou améliorer éventuellement une solution existante qu'on avait déjà lancée en tant que fonctionnalité. Comment on y répond en tant qu'UX Writer? On va donc penser à l'information. Comment est-ce qu'on la structure? Comment définir du coup l'architecture d'information? On va effectuer tout ce qui va être recherche sémantique, définir la taxonomie, évaluer également tout ce qui va être contrainte légale, technique, de localisation, puisque le produit Conto est disponible en 5 langues. On va effectuer tout ce qui va être recherche utilisateur, voir aussi ce qui se fait ailleurs en faisant du benchmarking et éventuellement du coup mener des tests utilisateurs derrière et bien plus encore. Et de l'autre côté, on se focusera vraiment sur la partie writing, donc sur tout ce qui est écriture. Et cet aspect rédactionnel, il arrive vraiment tout à la fin. Et l'idée, c'est du coup de s'immerger dans le monde de Camille en parlant exactement la même langue qu'elle, quels mots elle utilise dans son quotidien et quels mots, du coup, ceux qui seront vraiment plus orientés finance, sont compréhensibles dans son monde. Concernant du coup l'organisation de l'équipe, donc on a vu un petit peu en termes de personnes dans l'équipe, chaque UX Writer est dédié à une CFT, Cross-Functional Team, et à un marché. Comme je disais, on est dispo sur 4 marchés, donc l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie. Et donc, chaque UX Writer est dédié soit à sa CFT, soit à son marché pour leur permettre de monter en expertise sur une partie du produit ou un domaine spécifique. Par CFT, ça va être l'équivalent d'une squad. Et en fait, dans ces petites équipes, on retrouve toutes les expertises indispensables en fait, à la conception d'un bon produit. Donc, UX Writing et Product Design, mais également Product Marketing, Product Manager et également toutes les équipes tech. Après, selon les besoins, on peut être amené en fait, à travailler avec d'autres parties prenantes comme le Customer Success, l'équipe légale, l'équipe CRM et bien plus encore. Et concernant du coup le scope de l'équipe UX Writing, elle travaille du coup sur tout ce qui va être tout le contenu de l'application, donc pour nos 2 versions, web et mobile, et tout ce qui va être back-end, donc email transactionnel et push notification. On travaille donc d'abord en anglais, puis on se charge du coup de localiser en interne tout ce contenu pour nos 4 autres marchés. Par exemple, si demain je travaille sur une fonctionnalité, je commencerai donc d'abord en anglais, je la localiserai ensuite pour le marché français puisque c'est ma langue, et 3 autres personnes dans l'équipe se chargeront du coup de localiser ce contenu pour le marché espagnol, italien et allemand. Comment l'équipe, est-ce qu'elle s'insère dans le workflow produit? Jusqu'ici, du coup, l'équipe est impliquée vraiment dans la très grande majorité des cas, de la discovery jusqu'à la delivery.
Depuis assez récemment, quelques mois, on a adopté un petit peu une nouvelle approche où l'équipe UX Writer est impliquée là où ça a du sens et là où elle peut en fait vraiment maximiser son impact et mettre à profit toutes les compétences que requiert cette expertise. Et on sait qu'il y en a beaucoup. Et pour chaque projet, par exemple, donc moi, en tant que lead, je vais me poser la question, je vais me demander en fait quel niveau du coup d'implication mon équipe doit avoir sur ce projet, et qu'est-ce qu'elle a besoin de produire en tant que UX Writer. Et si mon équipe n'est pas impliquée du début à la fin, disons, ce seront plutôt product manager et product designer qui se chargeront de cette partie UX writing. Et ça, aujourd'hui, c'est possible grâce au content system qu'on a mis en place et qu'on vous présentera plus en détail après. Maintenant, comment est-ce que du coup l'équipe interagit avec ce fameux système? Comme on l'a vu, tout part du besoin utilisateur. Il est identifié et on sait quelle solution on doit lui apporter. Donc moi, en tant que UX Writer, je vais me servir en fait du système pour concevoir cette solution. Je vais donc la produire et la mettre de nouveau entre les mains de l'utilisateur. Et selon les retours utilisateurs, on tirera en interne des apprentissages qui nous permettront derrière d'améliorer le système pour nous permettre de nouveau de produire, de lancer dans l'utilisateur et ainsi de suite. C'est donc une boucle assez fructueuse puisque tout ce qu'on on met entre les mains de l'utilisateur, c'est prétexte à apprentissage et à l'amélioration permanente. Donc l'idée qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que tout ce qu'on produit vient nourrir et enrichir le système. C'est tant positif dans le sens ça fonctionne, donc je le garde dans le système, ou ça c'est cassé et donc je peux améliorer le système que j'ai actuellement. Système du coup que Sylvia va nous présenter de suite. Merci Mel. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par content system? On pourrait le définir comme l'ensemble de ressources qui vont aider les équipes à créer, à concevoir et à rédiger des expériences de qualité. Mais on aime bien un peu rentrer dans le concret quand on dit qualité, donc se rappeler que la qualité, c'est faire en sorte que la chef d'entreprise, donc notre fameuse Camille, puisse commander la carte quand on en a besoin, qu'elle puisse envoyer la facture quand on en a besoin, et ainsi. Ensuite, aujourd'hui, sauf si Mel va dire autre chose, on ne connaît pas encore le meilleur système qui serait l'idéal pour tout le monde. Au contraire, on pense que ça va changer selon les besoins des équipes. Et ces changements vont avoir un impact sur le nombre de ressources qu'on pourrait avoir, sur comment on va les appeler, sur même comment elles vont être organisées dans l'ensemble du système et même l'exhaustivité, donc les détails qu'il va y avoir dans chaque ressource et dans l'ensemble de ressources. Cela dit, on aimerait bien aujourd'hui vous présenter ce qu'aujourd'hui on a chez Conto en tant que Content System. Donc déjà, on a en premier lieu les bonnes pratiques UX Writing. Je vais partager bien mon écran, bien. Qui seraient les recommandations sur comment réussir à avoir un langage qui soit simple, qui soit le plus direct et le plus proche des personnes qui utilisent le produit, mais aussi des recommandations sur comment structurer et prioriser les informations. On a ensuite notre ensemble de ressources que je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà entendu parler de Tone of Voice, qui seraient des recommandations sur comment, grâce à des ressources linguistiques, on va pouvoir implémenter, véhiculer la personnalité de la marque. Par exemple, est-ce qu'on va tutoyer ou on va vouvoyer les personnes qui utilisent le produit? Est-ce qu'on va utiliser de l'humour? Oui, non, dans quel cas? Est-ce qu'on utilise des emojis? Comment on véhicule, comment on souffle vraiment la personnalité de la marque? Mais aussi dans d'autres caractéristiques un peu plus orthotypographiques de la langue, dans le sens où est-ce qu'on utilise la ponctuation d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'on utilise les 3 points dans ce cas-là? La virgule et ainsi? Ou de guillemets simples, doubles? Tout ce genre de recommandations, on le retrouve dans le Tone of Voice. On a aussi un glossaire qui est la base de données. On va retrouver les termes qu'on utilise. Propre produit. Qu'est-ce que je veux dire par terme propre produit? Par exemple, dans le cas de Conto, ça serait les termes virement, facture, fournisseur, in-carte, mais aussi les actions, les verbes qui font référence à ce terme-là. Est-ce que je vais faire un virement? Est-ce que je vais l'initier? Est-ce que je vais l'envoyer? Aussi, savoir lesquels je vais utiliser dans quel cas. Est-ce que je vais plutôt utiliser virement instantané ou virement immédiat? Aussi, comment je vais l'écrire? Est-ce que
Par exemple, quand je vais utiliser le terme facture pro forma, est-ce que je vais utiliser un tiret, je vais le mettre en italique, comment je vais faire même le pluriel? Et tout cela dans toutes les langues. Ça, on le retrouve dans le glossaire. Ensuite, on a des recommandations sur l'accessibilité. Donc, par exemple, ici, des recommandations sur comment on va rédiger les textes qui vont être le texte alternatif pour les images, par exemple, pour ensuite être lus par des lecteurs d'écran. Et ensuite, ce qu'on adore, le design system, donc l'ensemble de ressources donc le content system et le design system sont imbriqués, l'ensemble de ressources sur comment on rédige les textes qui sont dans des composantes de patterns, mais toujours dans un cas concret, toujours dans un besoin d'utilisation, un besoin d'expérience concrète, donc de la personne qui est en train d'utiliser le produit. Cet ensemble de ressources, chez Conto, on les appelle standards, qui veulent dire, dans la méthodologie Lean, la meilleure façon connue aujourd'hui par l'équipe de faire quelque chose. Cette quelque chose, c'est utiliser un terme ou organiser l'information ou utiliser les emojis. Et quand qu'est-ce qu'on entend par aujourd'hui? C'est qu'on entend que demain, ça peut être différent. Parce que, comme Mel nous a expliqué avant, par justement le test et la pratique, on va apprendre, on va tirer de nouveaux apprentissages, on va se dire, ah tiens, je vais devoir adapter ce système pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs ou y répondre différemment. C'est pour ça qu'on ne connaît pas encore quelle va être la nouvelle brique demain, parce qu'on sait que le système, c'est un outil vivant qui va forcément, naturellement et heureusement évoluer demain. Déjà, mais pourquoi on le crée, Mel? Quelle question. Bien souvent, en fait, la première chose qu'on se dit en créant un content system, c'est effectivement la première chose qu'on va voir, c'est que ça permet du coup d'allier qualité et vitesse. Et c'est vrai. Mais Sylvia l'a un petit peu mentionné, du coup, ce qu'on entend qu'est-ce qu'on entend exactement par qualité? Nos utilisateurs, comme on l'a vu dans le cadre de Camille, par exemple, c'est qu'elle n'a pas du tout vocation à être dans ce milieu financier. Et en fait, ce qu'on va définir par qualité, c'est qu'à chaque fois en fait, qu'elle interagit avec notre produit, il faut qu'elle trouve en fait la valeur derrière. Et nous, concrètement, d'un point de vue UX Writing, ça va être est-ce qu'elle comprend ce qu'elle lit? Est-ce qu'elle comprend ce qu'elle doit faire? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est cohérent, etc. Et en fait, tous les outils que Sylvia vient de nous présenter dans ce content system, c'est justement ça qui me permet de faire de la qualité. Et plus j'ai d'outils à ma disposition du coup pour améliorer mon craft, plus je vais vite à force de pratiquer. Donc, le content system me permet en fait vraiment de donner les moyens. En fait, ça nous donne les moyens en fait à nos équipes de faire un produit qualitatif pour ensuite le mettre du coup entre les mains de l'utilisateur de manière plus rapide. Chez Conto, on va un petit peu plus loin dans la manière dont on voit ce content system, puisqu'on le voit réellement comme un outil d'apprentissage. Moi, mon but en tant que lead UX writer, c'est de constamment pousser en fait mon équipe à la réflexion pour être dans une démarche d'amélioration continue et donc d'apprentissage. Sylvia l'a un petit peu évoqué aussi avec la méthodologie qu'on utilise. Donc, c'est vraiment basé sur ce qu'on fait chez Conto. Moi, je veux que mon équipe elle sache pourquoi est-ce qu'elle fait les choses de telle manière. Est-ce qu'elle a exploré d'autres manières de le faire? Quels sont les risques à faire les choses ainsi? Est-ce qu'elle n'a pas trouvé une meilleure manière de faire, etc. Et c'est exactement pareil avec le système, puisque mon équipe, elle sera toujours en fait face à deux cas. Est-ce que j'utilise le système ou est-ce que je le remets en fait en question pour l'améliorer? Et c'est pour ça que du coup, chez Conto, on le voit vraiment on voit vraiment cet ensemble, ce content system comme des recommandations que l'équipe elle doit s'approprier, qu'elle doit comprendre, analyser pour prendre en fait une décision, la meilleure décision possible, en tout cas en prendre une, mais vraiment selon un contexte bien précis. Et c'est vraiment là où ça devient un puissant levier de réflexion. Mais on tombe aussi du coup dans cette problématique où l'équipe est face à est-ce que je dois exécuter ou est-ce que je dois en fait innover? Et c'est vraiment notre vision du monde du système, c'est savoir quand exécuter en suivant le système sans trop se poser de questions, mais aussi savoir du coup quand innover en poussant le système bien plus loin et en le faisant évoluer, en sachant du coup que je prends des risques parce que potentiellement j'ai plus de chances de me planter vu que c'est pas dans le système et que je sais pas du coup si ça marche. Moi, en tant que lead, c'est vraiment des discussions du coup que j'ai au quotidien avec mon équipe lors de nos différents rituels. Ça peut aller, on a chez Conto, on a mis en place des UX Writing Challenge, on a également nos moments no one-one, mais du coup aussi avec les deux autres leads qui m'accompagnent au quotidien et les expertes, donc avec Sylvia.
Et si innovation il y a, c'est quelque chose qu'on partagera du coup à l'échelle de l'équipe et également et surtout tous les apprentissages qu'on aura pu en tirer. Donc là, on a vraiment vu l'aspect théorique des choses. Et maintenant, du coup, je vais laisser Sylvia vous montrer concrètement comment ça fonctionne en fait en pratique. Donc, je vais rentrer un peu en zoom, de vous montrer aussi tous les files qu'on attend tous et toutes aujourd'hui de notre Content et Design System. C'est l'endroit où justement les deux systèmes vont se retrouver, vont s'imbriquer. Pour cela, je vais vous partager à notre écran. Mel, est-ce que tu peux bien me confirmer que tu as bien les modales pour Zero Height? Très bien. Donc là, je vais utiliser la modale, ce composant je vais l'utiliser comme exemple pour vous montrer comment se retrouvent ces deux systèmes, le design et contenu. Donc, sur la documentation qu'on a publiée, on va déjà retrouver 3 sections. La partie usage, plus générique, la partie design, concrètement dans le web et mobile, et la partie contenu dans la section UX Writing. Et en fait, la toute première section, la section de l'usage, c'est la plus importante parce que c'est la porte d'entrée justement de toute expérience, de là où se retrouvent les deux expertises de Product Design et UX Writing, où c'est justement le use case. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire la personne? Donc, si on revient à notre Camille qui est en train de la chef d'entreprise qui est en train de vendre des sacoches, dans quelle situation elle se retrouve? Est-ce qu'elle est en train de faire une action? Est-ce qu'elle est en train de naviguer? Ou est-ce qu'elle a besoin d'informations? Donc, en fait, dans notre modèle de Content and Design System, on part toutes les deux expertises de savoir qu'est-ce que la personne, qu'est-ce que l'utilisatrice est en train de faire. Donc, ça, c'est pour la partie usage. Ensuite, pour la partie plus spécifique design, on va retrouver des informations du genre comment ce composant va interagir avec d'autres composants ou dans la page même. Aussi avec des do's and don'ts. On va aussi, toujours des recommandations. On a aussi des informations sur le comportement plus dynamique et aussi des informations sur l'anatomie. Ensuite, je vais revenir sur la partie UX Writing, qui vient toujours, comme je viens de dire, ça découle toujours de l'expérience qui est en train de faire la personne. Donc, je vais avoir à chaque fois un lien avec ce que la personne, donc notre Camille, est en train de faire. Je vais rentrer dedans. Et là, on va voir qu'on va avoir différents types d'informations dans ce Content Design System, dans cet ensemble de ressources. Nous, on l'a catégorisé aujourd'hui avec 5 types d'informations. C'est en premier lieu, comment on réussit à trouver de la cohérence avec le contenu. Ensuite, comment on gère la taxonomie. Et ensuite, plus spécifiquement avec la grammaire, quel est le type de phrase, le temps, et comment je vais de la phrase et comment je vais appliquer le tone of voice dans ce cas concret. Je vous montre maintenant quelques exemples. Donc, prenons l'exemple de Camille qui est en train, par exemple, de faire une action destructive. Donc, elle est en train de supprimer quelque chose qu'elle avait déjà dans l'appli, par exemple sa carte, parce qu'elle ne va plus l'utiliser. Donc, ici, dans la documentation, on va avoir, pour créer de la cohérence, dans tout le flow, dans toute l'expérience qu'elle a, je vais regarder, par exemple, le lien qu'il y a entre le titre et les boutons. Donc, on va dire que d'habitude, c'est notre recommandation, d'habitude, on va plutôt avoir une préférence pour répéter les mêmes termes et le même nom et le même type d'action dans les boutons et dans les titres. En ce qui concerne la taxonomie, par exemple, on va dire, on va préférer, par exemple, de mentionner les conséquences de faire telle action. Taxonomie prise comme quelle est la relation entre les différentes informations. Donc ici, on peut voir, dans les cas où la personne est en train de supprimer l'information du produit, donc par exemple de supprimer sa carte, on va lui donner les conséquences de faire cette action dans la description, parce que comme ça, elle va être plus... elle va pouvoir prendre une décision plus informée. Ensuite, on peut avoir le type de phrase. Donc, on peut se poser la question de est-ce que je peux mieux accompagner l'utilisatrice en utilisant une question, ou bien je donne un ordre, ou bien je fais une phrase déclarative où juste je présente ce qui se passe. On le retrouve ici. Dans ce cas-là, on peut voir qu'on va avoir une préférence pour utiliser une question dans le titre
parce que comme ça, on se remet dans la position où justement Camille se trouve de « Attends, je dois carrément me poser la question parce que je vais confirmer quelque chose que je n'ai pas encore fait dans le produit. » Ensuite, comme je disais, il y a aussi le temps de la phrase. On va se poser la question de est-ce qu'il y a une préférence pour utiliser le présent, le futur, le passé, quel type de passé pour mieux accompagner, toujours je reviens sur l'utilisatrice qui est en train de faire telle action. Et finalement, comment on applique les différentes recommandations qu'on a dans le tone of voice dans ce cas particulier. Dans ce cas-là, par exemple, on peut avoir comme notre tone of voice, on va plutôt être audacieux et aller directement être simple, directement au but. Ben là, on a une recommandation directe de comment on peut l'appliquer concrètement dans ce use case. Et finalement, comme Mel disait, nos utilisatrices n'utilisent pas que l'anglais, ils utilisent aussi 4 autres langues. Donc, on va avoir des recommandations sur comment créer cette expérience cohérente dans chaque langue avec les ressources linguistiques qui sont propres à chaque langue. Donc, vous pouvez voir qu'il y a tout un ensemble de recommandations qui sont publiées sur Zillow Hide et vous pourriez peut-être vous poser la question de qu'est-ce qu'on a fait dans l'équipe pour les mettre en ligne? Est-ce que ça a fait, par exemple, un jour, on s'est vu avec Mel, on s'est dit, on va prendre un café et on le rédige. Ça aurait pu être le cas. On a décidé de ne pas le faire ainsi. On a préféré plutôt de mener une vraie recherche que je vais vous montrer de suite. Donc, pour cela, on a utilisé une méthodologie qui existait déjà où on a suivi différents pas. Le premier, c'est qu'on a fait un inventaire. Ensuite, on a mené une phase de benchmarking. On a analysé ce qu'on avait et on a discuté sur les différentes solutions qu'on pouvait avoir. Je rentre en détail avec chaque partie. Je vous montre justement tous les files qu'on avait. Donc, pour créer l'inventaire, on a pris justement ce qui existait déjà dans le produit. Ça, vous pouvez, ça va être le cas pour toutes les personnes qui nous regardent. Dans votre produit, il y a déjà un système, il y a déjà des expériences qui existent. C'est ce qu'on a fait. On a juste capturé, justement, avec un screenshot, on a capturé ce qui existait déjà. Donc, des screenshots par rapport à chaque modal. Donc, je suis toujours dans le monde de cette modal, de cette composant. Selon si les utilisateurs étaient en train de faire une action, ou bien ils étaient en train de naviguer, ou bien s'ils avaient besoin d'informations. Donc, comme vous pouvez voir, on a pris des screenshots de tout ce use case, que ce soit sur desktop ou sur mobile. Donc, une fois qu'on avait fini l'inventaire, on a mené une phase de benchmark, on a regardé qu'est-ce qu'ils font les autres produits pour répondre aux mêmes besoins. Et pareil, en prenant toujours le même use case, donc on n'est pas en train de regarder la modale, mais savoir elle est en train de faire tel type d'action, ou elle est en train de naviguer, ou elle a besoin d'informations, comment les autres produits y répondent. Et aussi, on a regardé qu'est-ce qu'ils font les autres, comment ils ont rédigé, ont documenté, ont explicité ces recommandations de Content Design System d'autres produits. Ensuite, pour la phase de l'analyse, on a regardé justement tout ce qu'on avait dans l'inventaire et on a commencé à observer et à documenter tout choix linguistique qu'on avait pu observer. Donc, par exemple, en regardant les différentes modales qu'on avait, on peut se dire, ah tiens, il y a des titres où il y a juste un verbe et le nom, ou il y en a d'autres qui sont dans un temps plutôt une déclaration, une affirmation. Des fois, on pose des questions. Des fois, j'utilise un article déterminant, je me souviens plus comment on appelle ça en français, mais ça peut être un possessif ou ça peut être pour dire que c'est celui-ci ou pas un autre. Des fois, j'en avais vu aussi d'autres où on ne l'utilise pas. Donc voilà, c'est noter tout ce qu'on pouvait voir pour les titres, pour les boutons, pour le type d'information qu'on avait dans les descriptions. C'était la phase de noter justement, d'expliciter tout ce qu'on avait pu observer pour l'ensemble des écrans. Une fois qu'on avait fait ça, on s'est dit on va on va faire un catalogue de solutions, tout comme c'est l'exercice qu'on fait quand on est en train de concevoir toute autre expérience, où on va se dire
je crée une liste de solutions en me basant sur ce qui est déjà existant. Dans un premier lieu, je peux aussi regarder ce qu'ils ont fait. J'ai fait déjà la phase de benchmark, donc je peux être inspirée par ce que d'autres produits ont fait, aussi innover et créer d'autres possibilités. Donc, on a créé cette liste ce catalogue de solutions. Et pour chaque solution, on a listé les points faibles et les points forts. Que justement, on a mis en challenge avec des leads et avec d'autres personnes de l'équipe pour discuter pour chaque solution possible qu'on pouvait avoir, quelles étaient justement ce que ça fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, pour arriver à une conclusion plus informée de pourquoi on faisait tel choix. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à une dernière solution de comment on créerait ce titre, ces boutons, la description, en prenant en compte comment créer la cohérence et comment accompagner cette utilisatrice dans ce cas concret. Donc, tout ça, c'est pour la partie documentation, que comme je vous ai dit, une fois qu'on avait créé cette documentation, on l'a publiée sur Zillow Hide en sachant que ça va changer demain parce que à force de le tester, de voir comment il y a de retours, on va en tirer des apprentissages de est-ce que ça fonctionne ou est-ce qu'on doit innover et recréer une autre solution pour répondre aux nouveaux besoins. Maintenant, on aimerait bien, je reviens on est là, vous montrer justement comment on utilise cet ensemble de ressources dans la vie de tous les jours dans l'équipe design. Et pour ça, on aimerait bien reprendre le cas de notre utilisatrice Mel, si tu pouvais nous rappeler qui est l'utilisatrice qui utilise Conto. Le cas de donc, on a Camille qui fabrique du coup des sacoches à vélo dans la Drôme, à Montélimar, et du coup qui avec ses 6 employés se charge de les revendre. Ça peut être tant pour des petits marchands que pour des gros revendeurs comme Decathlon ou Intersport. Très bien. Et je pense que on va se dire que, imaginons que Camille avait déjà fait une facture parce que c'était déjà mis d'accord avec Decathlon pour vendre les sacoches. Et en fait, ils ont eu un appel téléphonique et se sont dit, finalement, on a besoin de changer la commande parce qu'on a besoin de plus de sacoches de ce qu'on avait prévu et aussi d'un autre type. Donc, dans le use case de notre utilisatrice, elle a besoin d'annuler, d'enlever, de supprimer, de ne plus prendre en compte de ce qu'elle avait déjà créé comme facture. Donc, notre use case, c'est elle a besoin pour une facture qu'elle avait déjà émise, l'annuler. Déjà, en termes d'expérience et en termes de contenu, on pourrait déjà se poser la question de quelle est la terminologie qu'on va utiliser. Donc, déjà, on peut dire qu'on a déjà le terme invoice, qu'on pourrait déjà avoir dans le glossaire que je vous montre maintenant. Donc, on sait déjà quel est le terme qu'on va utiliser, mais on peut se poser la question de comment on va nommer justement quel verbe on va utiliser pour faire référence à l'action qu'elle va faire. Je peux me dire, est-ce qu'elle va supprimer la facture? Est-ce qu'elle va l'annuler? Est-ce qu'elle va la retirer? Est-ce qu'elle va l'archiver? Donc, quels sont les verbes qui font référence à l'action qui s'applique à cet objet, à ce nom? Ça, on le retrouve dans le glossaire, notre base de données. Je peux voir d'abord le scope, donc dans quel contexte on va l'utiliser, avoir le terme principal. Je vois aussi la description et je peux aussi voir que justement, on va utiliser dans le content system. Aujourd'hui, on pense que le meilleur terme pour faire référence à cette action, c'est cancel. Donc, je vais revenir dans mon fichier et je vais déjà pouvoir appliquer, si ça marche pour ce cas-là, le terme qu'on a dans notre système. Ensuite, je peux me poser la question de quels sont les composants en termes d'expérience, quels sont les composants que je peux utiliser pour justement lui montrer qu'elle est en train de faire une action de supprimer quelque chose qu'elle avait déjà dans le produit. De 1. Et de 2, je peux aussi me poser la question de comment, grâce au contenu, je vais l'accompagner pour le faire. Donc, c'est là où on va avoir accès à la batterie, à la librairie qu'on a. Il y a toute la documentation qu'on a sur Zillow Hide, où pour chaque composant, on explique le use case dans lequel se trouve l'utilisateur ou l'utilisatrice. Et aussi, on a un standard où
on a listé les questions en termes de contenu qu'on peut se poser pour accompagner cette personne. Donc, ce que je disais avant, en termes de contenu, je le répète, c'était comment créer de la cohérence, comment je vais gérer la taxonomie, quel est le type de phrase que je veux utiliser, quel est le temps et quel est le tone of voice que je vais appliquer dans ce cas-là. Imaginons pour cette démo que j'ai déjà lu toutes les recommandations que j'ai sur Zero Hide, et que justement j'ai bien vu que la meilleure option pour pouvoir répondre à ce besoin, c'est en utilisant la modale. On peut voir que oui, en effet, Camille est en train de confirmer une action qui va supprimer quelque chose qui est déjà dans le produit. Et j'ai déjà lu les informations sur le comportement du composant et je me dis, d'accord, je vais utiliser justement cette pop-up. Donc, je vais revenir dans mon fichier et je vais choisir le composant que j'ai pu voir dans les recommandations. Top. Je prends la librairie. Hop. Ensuite, pardon, il va y avoir, je vais changer le type de modal parce qu'elle n'est pas en train de faire une action sur la sécurité, mais elle est en train de supprimer quelque chose. Et ensuite, je vais voir, donc, encore une fois sur Zero Hide, comment j'y réponds d'un point de vue contenu pour créer les titres, la description et les boutons. Donc là, plouf, je repars toujours du même usage. Donc, je sais que la personne est en train de détruire une information. Et dans la documentation, on a en regardant la cohérence, je peux voir que je peux reprendre les mêmes verbes et les mêmes noms dans les titres et dans les boutons pour garder cette cohérence. Je vais ensuite scanner, regarder les documentations si j'ai d'autres informations, d'autres recommandations par rapport au titre. Et oui, je vois que pour le type de phrase, je vais avoir une préférence pour utiliser in question. Et ensuite, je lis aussi la recommandation sur être le plus précise possible. Donc, je peux le faire. Je reprends donc le même wording que j'avais dans le bouton d'avant. Donc, cancel this invoice, on avait dit qu'on préférait de créer une question et que dans le bouton, on reprenait le même verbe et le même nom. Ensuite, je vais me dire, mais le bouton normalement qu'on a pour dismiss la modale, pour fermer ses cancel, mais je me dis, attends, mais là, si Camille a annulé cette facture, annuler facture, annuler, ça ne va pas fonctionner. Je pense qu'elle ne va pas savoir si elle est en train de supprimer une facture, qu'est-ce qu'elle est en train justement d'annuler. Donc, ce qu'on peut lire déjà dans les modes, je le lis ça. On peut voir, déjà, on se pose la question de ça ne va pas fonctionner. Dans le content system, on peut voir qu'il y a une alternative justement à ce pattern de boutons. On peut utiliser et qu'aujourd'hui, ce qu'on trouve comme meilleure option pour faire appel, pour nommer ce bouton, c'est back. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Et finalement, comment je gère la taxonomie, l'ensemble d'informations que je vais mettre dans cette modale. Je l'ai aussi dans le content system. On l'avait vu dans la partie taxonomie je vais plutôt expliquer les conséquences pour qu'elle puisse, les conséquences de confirmer cette action pour qu'elle puisse prendre cette décision d'une façon informée. Mais aussi, je vais voir s'il y en a d'autres qui m'aident à prendre la décision sur comment rédiger cette description. Et je le vois aussi dans le temps de la phrase. On me dit, on va plutôt utiliser le conditionnel et le futur pour justement rassurer la personne que ça n'a pas encore été fait. Je reviens au use case et le moment de devoir se poser la question si elle veut vraiment faire cette action, en sachant qu'il va y avoir une conséquence pour elle. Donc, en sachant que là, on me recommande justement d'utiliser le conditionnel, le futur, je peux rédiger cette description. Donc, par exemple, if you cancel this invoice, you want, donc le futur ensuite, ce qui se passe si tu fais l'action, et ensuite ce qui va se passer. You won't be able to change any detail later. Et là, ce qu'on on a appliqué le content system, mais ça n'empêche pas justement de se reposer la question, est-ce que ça a du sens? Est-ce que vraiment je suis en train de répondre aux besoins que Camille est en train d'avoir dans ce cas précis, ou est-ce que je devrais reprendre un catalogue de solutions et revoir quel est le problème et aussi innover et proposer une autre
une autre possibilité. Donc, le cas pratique, on le finit maintenant. Maintenant, on aimerait bien vous présenter un peu tout ce qu'on a appris avec Mel et avec l'ensemble de l'équipe, de justement mettre en place, de le concevoir, mettre en place et faire évoluer notre content system. Merci beaucoup, Sylvia. J'ai beau voir ce content system tous les jours, je suis toujours autant impressionnée. Donc, comme on l'avait vu juste avant, effectivement, on disait que c'était un puissant outil d'apprentissage, ce système, et puisque nous également, on en a tiré plusieurs apprentissages. Le premier, en tant que lead, ça a été d'apprendre à bien lire en fait, le terrain. Quel est le contexte? Qu'est-ce qui se passe et de quoi mon équipe a besoin concrètement? J'ai compris, comme le disait Sylvia, le système, c'est vraiment un produit. Donc, j'ai compris qu'il fallait adopter la même approche qu'avec Camille et le reste de nos utilisateurs, en faisant en fait preuve d'empathie avec chaque personne de mon équipe ou de l'équipe UX Writing de manière générale, pour créer en fait quelque chose qui leur soit utile. Le piège dans lequel sinon on peut tomber, c'est soit de dupliquer des choses qu'on voit ailleurs, qui sont top, mais qui seraient juste inutilisables en fait chez Conto, dans notre monde, avec notre produit, avec nos utilisateurs, soit vouloir nous construire quelque chose from scratch, de zéro, qui serait parfait, qui en mettrait plein les yeux, mais en fait qui ne correspond pas du tout à ce dont l'équipe a besoin au quotidien sur le terrain. Pour le cas d'usage, à quoi on fait référence? On a appris que s'agissait justement d'appliquer à la création du content system le même principe que toute autre conception d'expérience. Et c'est que pour vraiment pouvoir aider la chef d'entreprise, on a besoin, justement, on ne va pas se poser la question de comment, avec le contenu, on va remplir des modals de pop-up, de dialogue, de drawer. Ça aide pas Camille, ça aide pas les autres entreprises. Ce qui va vraiment l'aider, c'est que si je me pose vraiment dans sa peau et je dis comment je vais accompagner Camille avec le design qu'on a pour faire telle action. Donc, c'est encore une fois partir toujours du cas d'usage de la personne qui est en train d'utiliser le produit. Et aussi le modèle, donc c'est-à-dire le système dans le système. Appliquer cette méthode, la méthodologie systémique dans la propre conception et élaboration du content system, ce qui veut dire de prendre du recul, être consciente justement de ce qu'on est en train de faire, de pouvoir le formaliser et l'expliciter pour ensuite pouvoir l'escaler par la suite. On a déjà mis, comme on a pu le voir, du coup, beaucoup de choses en place, mais il nous reste tout autant de défis à relever, ce qui est aussi un très beau challenge. Donc, à commencer par la communication. Vraiment, cette idée en fait, de casser les silos entre les équipes, mais également en fait, inter-équipes. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on accepte le fait que malgré tout ce qui est mis en place, on va devoir répéter certaines choses encore et encore, même si on a le sentiment de l'avoir déjà fait beaucoup de fois. Et il faut vraiment, du coup, expliquer, accompagner, faire vraiment de l'éducation tout autour de ce content system. Et d'autre part, la collaboration avec d'autres équipes. Comme on l'a vu au début, l'UX Writer chez Conto, il est vraiment habitué à travailler avec Product Designer, Product Manager, Product Marketing Manager. Mais ce content system, justement, qu'on a mis en place, en fait, permet, du coup, favorise la collaboration avec d'autres équipes, notre équipe marketing, notre équipe content, CRM et même tech, à un niveau beaucoup plus poussé. Et ces équipes peuvent avoir des habitudes et des fonctionnements qui sont légèrement différents de ceux qu'on a dans l'équipe UX Writing. Et du coup, travailler avec des nouvelles personnes, avec des personnes avec qui on n'a pas l'habitude de le faire, c'est quelque chose du coup qui s'apprend et auquel on fait face aujourd'hui. La maintenance. Déjà, on s'est dit que si au moment où on conçoit pour la première fois un content system, un système tout court, c'est simple, c'est déjà beaucoup de gagner, c'est déjà super. Le défi, en plus, c'est de pouvoir garder cette simplicité alors qu'il va y avoir plus de personnes, plus d'outils, plus de ressources. Donc, toujours le plus et garder quand même cette simplicité tout le long. Pour ça, il y a besoin quand même de pouvoir réorganiser les différentes ressources qu'on a, les recatégoriser, le réordonner, mais aussi deux fois de laisser un peu l'ego de côté et de supprimer des ressources qu'on pouvait avoir qui étaient pertinentes à un moment, mais qui peut-être, en lisant la situation actuelle, si on revient aux besoins de lire le contexte, ne sont plus pertinentes, ne répondent à aucun besoin.
Et aussi, on a aussi le défi de casser un peu la conception de les équipes Ops. On peut aider, c'est une équipe de coordination pour montrer la voie, pour coordonner l'usage du système. Et que justement, c'est toute l'équipe qui utilise le système. Donc, c'est la responsabilité et pouvoir les impliquer toute l'équipe. C'est la responsabilité de toute l'équipe à pouvoir aussi créer et gérer l'auto-maintenance. Que le système, c'est l'ensemble, c'est pas juste l'équipe système, mais que toute l'équipe, à tout moment, on est en train de faire du système. Et enfin, un autre des défis auxquels on fait face, le changement. On a tendance à voir en fait un système comme quelque chose de figé. Or, c'est pas vrai. Enfin, du moins, c'est pas la vision qu'on en a chez Conto. Et cette idée de changement, ça fait écho au premier schéma qu'on avait vu, vous saviez, avec utilisateur, système et production, avec l'idée que tout ce qu'on produit en fait permet de faire évoluer le système derrière. Et on insiste un petit peu dessus, mais c'est pas parce qu'un jour, effectivement, on a pris une décision, mis en place une habitude ou suggérer certaines recommandations qu'on ne va plus jamais revenir dessus. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on remet chaque jour l'intégralité du système en question. Mais comme on l'a vu en fait dans le cadre pratique que Sylvia nous a présenté, aujourd'hui, chez Conto, on pense que le meilleur titre pour une modale de suppression de données, c'est sous forme de questions. Mais chez Conto, on sait aussi forcément que qu'une fois entre les mains de l'utilisateur, ça va générer du coup d'autres apprentissages. Et peut-être que demain, en fait, la meilleure manière de rédiger ce même titre, elle sera sous toutes les autres formes possibles, mais pas une question. Et c'est OK. Et ça, on l'accepte vraiment. Mais c'est aussi là, du coup, le cœur du défi. C'est qu'il ne faut pas minimiser le fait que ça peut être difficile pour certaines personnes de l'équipe. Et entre nous, je pense que je fais partie de ces personnes-là où j'avoue que parfois, même pour moi, le changement, ce n'est pas toujours évident à adopter, d'accepter du coup que les choses évoluent. Et c'est d'ailleurs ce qui est assez drôle, on en discutait justement avec Sylvie en préparant ce webinaire, c'est que c'est tout l'intérêt en plus de ce binôme lead UX writer expert, c'est que moi justement mon rôle, comme je viens de le dire, c'est d'accompagner chaque personne de l'équipe pour les réconcilier justement avec cette idée de changement perpétuel, alors que Sylvia, elle incarne justement de par son rôle ce changement. Je pense qu'on arrive à la fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Sylvia pour d'avoir partagé ce webinaire avec moi. Et si vous avez des questions, on est hyper dispo pour y répondre. Merci tout le monde. On ne t'entend pas, Alexia. En tout cas, je ne t'entends pas. Tout à fait, c'était moi qui étais en mute. Merci à toutes les deux. Je vais reprendre la main sur le partage d'écran. On va passer au Q&A. Hop là. Hop. Donc, un petit rappel juste pour ceux qui est arrivé en cours de route. On a un fichier FigJam qui était partagé dans le chat, sur lequel vous pouvez accéder à la fois au profil de Sylvia et de Mélanie et de leur profil LinkedIn si vous avez encore des questions à leur poser après ce live stream. Et surtout, vous avez pas mal de ressources. Attendez, hop, je laisse Adrien en spotlight prendre le lead. Donc, pas mal de ressources pour compléter ce qu'on vient de voir ensemble. Donc, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir mis tout ça. N'hésitez pas à accéder au FigJam et à cliquer sur les liens pour aller voir tout ça. On va passer aux questions. Alors, on a pas mal de questions. On va commencer par une question qui est facile. Le design system que vous avez présenté sur ZeroHeight, est-ce qu'il est public ou non? Non, il n'est pas public, il est pour les équipes. Il a été conçu pour les équipes et on le garde ainsi. D'accord, ok, très bien. Peut-être des questions sur le process, sur la mise en place qu'on a vu du côté, de quelle tête ça avait de vos côtés, de vos fichiers Figma. On avait une question de Nathalie sur combien de temps est-ce que ça vous a pris de mettre en place ce content design system, donc toute la partie inventaire, benchmark, analyse, discussion. Alors peut-être pas l'ensemble du content design system, mais du coup, chaque fois que vous faites cet exercice pour un nouveau parcours ou un nouveau use case, combien de temps grosso modo ça vous prend? Donc, pour le temps, alors je pense que c'est bien de différencier la première fois qu'on le fait des autres. Donc, c'est pour ça que c'était important de créer le modèle et savoir ce qu'on est en train de faire à chaque fois. La première partie, ça peut prendre à peu près une quinzaine de jours. Justement, ça va. Pour nous, c'était plus, je dirais, ça prenait du temps parce qu'il y avait beaucoup d'écrans et beaucoup d'expériences et on voulait regarder tout ce qui était publié. Mais après, ça va vraiment dépendre à chaque équipe sur qu'est-ce qu'ils ont dans
dans leur inventaire, donc dans leurs produits live. Et Mel, peut-être si tu veux compléter. Non, c'est vraiment ça. Je pense qu'il faut effectivement, la première partie, la toute première pièce a pu prendre plus de temps parce que c'était aussi trouver comment bien collaborer, comment du coup itérer, enfin vraiment trouver la bonne manière de faire. Et ensuite, effectivement, ça roule, ou du moins l'itération est bien plus soft. Mais c'est vraiment ce que rappelle Sylvia, c'est propre en fait à chaque boîte, chaque équipe, selon l'existant, la maturité de l'équipe. Donc, ça va vraiment varier en fait d'une boîte à l'autre. Merci beaucoup. Et en plus, sur le benchmark en particulier, une question que je pense qu'on peut se poser sur tout type de benchmark, pas seulement sur les benchmark content, mais comment savoir ce qu'il y a à prendre chez la concurrence ou pas? Comment est-ce que vous faites la différence entre des bonnes pratiques et ce qui n'est pas à garder? Il va y avoir vraiment ce côté, c'est ce que nous présentait Sylvia, d'analyser en fait. Pas juste de se dire, ah ok, ils font comme ça, donc on le prend. On va vraiment essayer de décortiquer l'approche qu'ils ont pu avoir et qu'est-ce qui du coup pourrait fonctionner avec le produit Conto, en sachant que justement la première partie, c'est là où c'est clé, c'est qu'on va faire d'abord un état des lieux. Qu'est-ce qui est existant et du coup, qu'est-ce que les autres, entre guillemets, font mieux et pourquoi est-ce qu'ils le font mieux? Et qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner chez Conto et surtout pourquoi. Donc, il y a vraiment cette partie d'analyse et c'est un exercice qui, effectivement, n'est pas évident, mais assez clé. Et c'est ça qui nous permet de faire le tri entre, OK, je prends ça parce que ça fonctionne et surtout, ça pourrait s'appliquer également chez Conto et à notre produit et à ce qui existe déjà sans nécessairement réinventer la roue, ou non, ça ne fonctionnera pas du tout parce qu'on a ces contraintes-là, nous, pareil, on a un service bancaire, donc on a en plus des contraintes, etc. Donc tout ne peut pas s'appliquer. Mais donc, ouais, ça va vraiment passer par le travail d'analyse. Et on avait une question beaucoup plus large sur le run de ce content system, sur le temps que ça prend, sur la gestion de la maintenance, sur les ressources qui sont allouées, comment est-ce que vous gérez les notions de backlog notamment. Et ça rejoint une des questions qu'on avait un peu discutées en amont de ce live stream sur comment faire pour travailler sur un content system quand on est dépassé par la production, quand la production prend le pas. Comment est-ce que vous arrivez à balancer les deux? Ouais, c'est un peu le piège, c'est qu'en fait, on sait qu'on a besoin du coup du content system pour vraiment améliorer la production et ce qu'on fait, mais en même temps, du coup, il y a la production, il faut s'en occuper. Donc, c'est ça qui est vraiment pas évident. Je peux donner peut-être ma perspective du coup de lead et Sylvia, n'hésite pas à compléter du coup avec ta perspective à toi. C'est à moi, du coup, de faire en sorte justement de faire de la place pour ça, que l'équipe ait du temps à dédier à ça, en sachant justement ce que ça va pouvoir m'apporter derrière et donc potentiellement que ça va faire gagner en qualité, enfin pas potentiellement, que ça va faire gagner en qualité et en rapidité derrière. Donc, on a vraiment un management visuel très fort chez Conto et en fait, ça apparaît au même titre que les fonctionnalités sur lesquelles on travaille, les améliorations sur lesquelles on travaille et ça va être qu'est-ce qu'on décide de prioriser. Et c'est vraiment une question de priorité. Et parfois, ce système va passer en priorité parce qu'on sait que je vais avoir un projet qui va arriver sur cette CFT-là. Et moi, c'est mon travail justement en tant que lead de dégager du temps pour mon équipe. On a donc un backlog avec c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, chaque UX Writer tire du coup, va travailler sur le glossaire qui est lié à sa CFT. Mais ensuite, comme on disait, ça va être localisé également dans toutes les autres langues. Donc, en fait, on va prioriser et chaque personne pourra du coup s'occuper de son projet, le localiser dans sa langue dès qu'elle a un moment, en tout cas, dès qu'on en fait une priorité. J'hésite à rebondir sur la partie localisation puisqu'on en parle, je vois qu'on a pas mal de questions dessus. On a une question de Chiara sur comment est-ce que vous arrivez à vous coordonner au sein de l'équipe quand vous créez ce système justement sur les différentes traductions. Comment éviter que les traductions diffèrent trop? Comment est-ce que vous arrivez à faire ça? Au sein d'une même langue par rapport au fait qu'on ait plusieurs UX? Non, par exemple, si un UX writer qui bosse sur la partie plutôt française trouve que une traduction en anglais ou en espagnol ne correspond pas exactement, capture pas exactement l'esprit de ce qu'il souhaitait de base, comment est-ce que vous vous synchronisez au sein d'une équipe pour vous assurer que du coup, sur l'ensemble, par exemple, du glossaire que vous avez, qui est quand même très impressionnant, que justement, il y ait une cohérence au niveau des traductions? Je pense que ici, une partie qui est clé, c'est qu'on explicite pourquoi on est en train de faire les choses. Donc, à la fois que ce soit dans un projet, soit système ou pas système, c'est qu'on ne dit pas seulement que ça va être la question, par exemple, qu'on va utiliser, mais plutôt, on va avoir besoin d'accompagner. Par exemple, je pense que le bon exemple, c'était
pour le passé ou le temps au futur ou au conditionnel, c'est qu'on explique pourquoi on veut faire ça. Donc, c'est tout un choix c'est justement ça qu'on va localiser. On ne va pas localiser la question, on localise le but et ce qu'on va faire quand même ressentir à la personne qui est en train de l'utiliser. Et c'est là qu'on va avoir les discussions de comment ensemble on arrive à ce qu'on garde cette même essence. Donc, ce n'est pas une question de différence de langue. Donc, la question précise était comment on y arrive, justement en parlant, en communiquant et en explicitant justement quel est le but de chaque choix qu'on est en train de faire. Merci beaucoup. Et je vois, on a énormément de questions autour de la collaboration des différentes parties prenantes autour du Content Design System. Donc, on va aborder ça. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les faire. On avait énormément de questions autour de la collaboration avec les product designers. Donc, si on fait un résumé de toutes les questions qu'on a, on avait des questions qui touchaient déjà sur ce que vous créez sur la partie UX Writing en tant que Zero White, est-ce que vous le concevez plutôt à destination d'autres UX Writers ou également aux product designers? Et si oui, comment est-ce que vous automatisez la collaboration? On a vu un petit peu sur votre démonstration à quoi ça ressemblait. Mais voilà, comment est-ce que vous bossez avec eux? À quoi ça ressemble au jour le jour? Comment est-ce que vous partagez ces guidelines et vous assurez qu'elles sont bien acquises si jamais le but, c'est de les faire acquérir par d'autres personnes au reste des équipes? Et après, je poserai peut-être une petite question sur la documentation de tout ça. Je vois que prenez déjà cette question-là. Partons déjà là-dessus. C'est une grosse question. Pas de souci, je peux la prendre. Et si jamais, parce qu'effectivement, je vois que le temps passe, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, mais avec Sylvia, on reste hyper dispo derrière pour répondre sur LinkedIn ou autre. Donc, pas de souci. Je vais répondre vraiment sur la question par rapport à la collaboration avec Product Designer. Vraiment, c'est un duo chez Conto. Donc, ils travaillent vraiment à la conception ensemble du début jusqu'à la fin. J'avais évoqué justement au tout début qu'il y a certains projets sur lesquels on pouvait en tant que UX Writer être moins impliqué et justement s'appuyer plutôt sur Product Designer, voire Product Manager. Et c'est justement le but aussi de ce système, c'est que du coup, ça leur est également dédié pour qu'eux aussi puissent prendre ces décisions. Bien sûr, c'est un accompagnement et ça, c'est les experts et les leads qui s'en occupent du coup de les accompagner. Et on va faire plutôt, ça va être sous forme de challenge. Ils vont se servir du coup de ce qui est existant dans le système. Et après, ça va être du feedback pour les aider eux aussi à monter en compétences là-dessus. C'est vraiment un travail, on ne voit pas du coup Product Design et UX Writing silotés. C'est vraiment du coup deux compétences qui se complètent. Donc oui, ils se servent de ce content system également. On les accompagne, on les challenge et on leur donne du feedback pour qu'eux puissent aussi monter en compétences là-dessus. Je voulais dire quelque chose d'autre et j'ai complètement oublié. Et non, je crois que c'est bon. Je ne sais pas si tu veux compléter, Sylvia. Ça me reviendra peut-être par la suite. On va passer du coup sur la question de la collaboration avec les développeurs, puisque du coup, si on crée la microcopie à un moment, il faut la synchroniser avec le produit, il faut que ça rentre dans le code. Comment est-ce que aujourd'hui, vous gérez du coup cette collaboration avec les devs? Comment est-ce que vous gérez les updates ou les modifications du contenu d'un point de vue technique? Donc, je pense que sur cette question, je pourrais bien la diviser. Donc déjà, par rapport à la production, si on ne prend pas le système, en effet, on a besoin on travaille avec les équipes technologiques pour mettre à jour les nouveaux contenus. Ensuite, sur comment c'est intégré aujourd'hui, ce qu'on a dans le content system, c'est déjà, je résume un peu ma réponse. Je vais prendre un autre exemple. Maintenant, on est en train de construire les différents formats de dates, par exemple, où justement, c'est un composant, un élément où UX Writing et l'équipe technique doivent collaborer ensemble. On va faire pareil. C'est le challenge, c'est le défi que Mel nous présentait de ces nouvelles collaborations où on avait peut-être moins l'habitude, on n'avait pas tellement dans le jour au jour, mais c'est en collaborant savoir quels sont les différents formats qu'on va avoir, comment on va les nommer, à quel endroit, comment on peut faire en sorte que ce soit simple, qu'il n'y ait pas 50 000 use cases à faire, mais c'est justement en créant la collaboration. Chez Conto, on met tellement d'accent à casser ce silo entre les équipes techniques, les produits, les autres, que ça devient facile. Si on l'a déjà incarné si on ne travaille pas ensemble, on ne va pas réussir. Donc, moi, en travaillant avec l'équipe sur les formats de date, par exemple, qui est très technique, c'est travailler, j'ai les daily avec ces personnes-là pour voir les contraintes à la fois contenu et technique pour avoir ensuite que ce soit intégré évidemment dans le code. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Mélanie?
C'était parfait. C'était parfait. Il nous reste pas mal de questions. Je vous laisserai y répondre de façon asynchrone si vous voulez. Quand on mettra la vidéo sur YouTube, vous pourrez commenter directement dans les commentaires sur les questions qui restent ou alors contacter les personnes qui ont posé les questions. Si vous avez posé des questions, on n'a pas eu le temps d'y répondre, n'hésitez pas à contacter Mélanie et Sylvia directement sur LinkedIn. On aura un peu plus de temps comme ça. Je vais du coup, parce qu'on arrive vers la fin de notre créneau. Je vois qu'il y a des gens qui ont rajouté des ressources. Merci beaucoup. C'est très, très chouette. Allez voir ça si jamais vous avez l'occasion. Et du coup, pour clore tout ça, pour accéder du coup au futur live stream de façon générale, attends, rien, il y a le spotlight. Si vous voulez accéder au futur live stream, vous pouvez vous rendre directement sur figma.com/events. Comme ça, vous pourrez accéder directement aux notifications sur les futurs in the file ou autres formats, que ce soit en français ou en anglais, qui seront publiés. Pour la moindre question, on a une email dédiée à notre communauté. N'hésitez pas à l'utiliser. Je pose ça là. J'ai cru comprendre que Mélanie et Sylvia recrutaient côté UX Writing chez Conto. Il y a le lien qui est directement, je vais aller voir ça là, sur la page des ressources. Donc, si jamais ça vous intéresse, si jamais la présentation vous a plu et que vous trouvez que l'équipe est très chouette, voilà, il y a un rôle à remplir. Et pour revenir sur nos affaires, on a Config. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Config, on a notre grande conférence annuelle qui a lieu dans 2 semaines. Ça va venir très, très vite. C'est le 21 et le 22 juin à San Francisco. Il y a une partie virtuelle sur laquelle on peut s'enregistrer gratuitement. Je vous invite à le faire. Du coup, le live stream, les live streams commenceront vers 18h heure française les 2 jours. Ça se fait un petit début de soirée tranquille comme ça. Moi, de mon côté, je serai à San Francisco sur place pour travailler. Mais côté virtuel, vous aurez accès à la keynote d'ouverture où on annoncera de belles nouvelles features. Et on aura du coup derrière 2 jours de conférences assez exceptionnelles qui seront disponibles avec du très, 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 très beau monde. J'en dis pas plus, vous verrez peut-être ma tête côté virtuel, mais je ne vais pas en dire davantage. Pour ceux qui sont sur Paris, Lyon, Bordeaux ou Bruxelles, Adrien, est-ce que tu veux parler de ce qui se passe, Config? Yes, merci et bravo à nos speakers, c'était une super présentation. En fait, il y a des watch parties organisées un peu partout. Vous avez ici un accès avec un lien qui vous présente l'ensemble des watch parties, les watch parties organisées par Figma en tant que tel, les watch parties organisées par nos communautés, que ce soit Friends of Figma en France ou à l'étranger. Et puis, il y a également des watch parties qui n'ont pas intégré le track officiel, se montent un petit peu plus tardivement. Et donc, je vous invite aussi à regarder du côté de la communauté Friends of Figma près de chez vous. Aujourd'hui, on en a 6 en France, à Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Bordeaux et à Paris. Et évidemment, il va se passer plein de choses. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la watch party la plus proche de chez vous. À Paris, on est très, très proche on va dire, de la limite de capacité. Donc, on fait ce qu'on peut pour accueillir un maximum de personnes. On a activé une waiting list pour l'instant. Mais n'hésitez pas quand même à vous ajouter dessus et à tenter votre chance. On essaiera de pousser les murs. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce live stream. En tout cas, merci à Sylvie et à Mélanie pour avoir préparé cette belle présentation. Puis merci à Adrien pour le support pendant le live stream. Et du coup, à la prochaine fois. Ciao, ciao. Merci tout le monde. À plus.